Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Merci vous tous d'être présents en live et d'être nombreux à vous être inscrits pour ce webinaire sur le thème comment continuer à investir efficacement dans l'immobilier en France. Donc je vous rappelle, je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur du petitjournal.com, et sur cette thématique donc immobilière, nous avons avec nous un expert, quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu avec nous, un de nos partenaires, Manuel Ravier, qui est le cofondateur et le président d'investissementlocatif.com, entrepreneur, conférencier, investisseur en France depuis plus de 10 ans. Bonjour Manuel, j'espère que tu vas très bien. Salut Hervé, merci de l'invitation. Très bien. Donc les internautes, je vous rappelle qu'on est parti pour 1 heure ensemble. Donc n'hésitez pas, surtout posez bien vos questions. Vous êtes là pour ça. Donc on va utiliser le petit onglet questions qui est en bas à droite. Il y a une petite cartouche qui s'appelle poser une nouvelle question. Donc je vais vous mettre un petit bonjour. Voilà, vous verrez comment ça marche. Donc déjà, faites-nous signe, dites-nous où vous êtes. Est-ce que c'est le soir pour vous en Asie, le matin très tôt sur le continent américain? Est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique? Faites-nous rêver un peu, faites-nous voyager. Nous, on est en France avec Manuel, donc dites-nous un petit peu, faites-nous signe, et puis comme ça nous montrera aussi que le petit onglet de chat sur la partie questions marche bien, et il marche toujours bien, donc, mais ça confirmera, donc ça nous fera plaisir de vous avoir avec nous. Faites-nous un petit coucou. Voilà, donc il y a Jérôme qui est dans le 17e. Bonjour Jérôme, c'est très bien le 17e aussi. On aime bien également. Voilà, donc bonjour à tous. Je vous rappelle que ce webinaire sera également disponible en replay. Donc quelques instants après la fin du webinaire, vous recevrez le lien du replay. Si vous n'avez pas le temps d'assister à tout, ou si vous voulez le revoir, ou si vous voulez le partager avec vos connaissances et vos amis, surtout n'hésitez pas. Et puis, il y aura également un article dans le petitjournal.com dans une dizaine de jours maximum, qui reprendra évidemment, qui fera un compte-rendu du webinaire, et qui hébergera également la vidéo YouTube donc du replay du webinaire. Donc pareil, si vous voulez le revoir et surtout le partager, évidemment, il ne faudra pas hésiter. Donc voilà, allez, Jérôme, c'est le 17, c'était les Charentes-Maritimes, c'était pas le 17e arrondissement. Écoutez, parfait, Jérôme, bien sympathique la Charente, je ne sais pas si on dit la Charente ou les Charentes-Maritimes, mais bon, en tous les cas, bienvenue à tous. Une fois de plus, posez bien toutes vos questions sur vos projets immobiliers, sur toutes vos doutes, interrogations, questions. On a la chance vraiment d'avoir Manuel qui est un expert sur ce sujet. Manuel, je vais te passer la parole pour te laisser te présenter en quelques mots et nous présenter investissement locatif également. Alors, on aura une petite surprise à la fin du webinaire. Je ne vous en dis pas plus, mais j'ai invité quelqu'un de mon équipe et vous aurez, vous verrez, vous aurez une petite surprise. Donc, je m'appelle Manuel Ravier. Donc, moi, je suis investisseur immobilier et entrepreneur puisque j'ai cofondé il y a un petit peu plus de 10 ans, il y a 11 ans, une société qui s'appelle investissementlocatif.com. Donc, on aide des gens à investir dans l'immobilier avec le postulat de base de se dire, à l'époque, il y a 11 ans, ça n'existait pas notre métier. Et on s'est dit, investir dans du Pinel, c'est bien, c'est mieux que de rien faire. Mais le plus intéressant, c'est d'acheter un bien, en général une bonne affaire à rénover, de faire les travaux de rénovation, de le meubler et ensuite de le mettre en location. Pourquoi? Parce qu'en achetant un bien à rénover dans l'ancien, on peut saisir des décotes, alors que dans le neuf, par définition, un promoteur ne va pas vous vendre avec des cotes. Le bien est déjà rénové. Il vient d'être construit, donc il va vous le vendre au prix actuel, le prix le plus cher possible. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à deux avec Michael à l'époque. Et depuis, écoutez, on est à peu près 200 collaborateurs répartis dans 25 villes en France. On aide des gens à investir, qu'ils soient résidents ou non résidents. On a à peu près un quart de notre clientèle qui vit à l'étranger, comme c'est peut-être votre cas. On a aussi des gens qui vivent sur place. Et notre credo, c'est de vous aider à partir d'un budget de critères d'investissement à trouver un bien qui soit optimal selon le marché dans lequel vous voulez investir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez investir à Paris 6e, on essaiera de faire le mieux possible, on fera le mieux possible de ce qui est disponible ou en off-market sur Paris 6e. On va vous aider à acheter pas cher parce qu'il y a des travaux, essayer de saisir des successions, à rénover le bien, l'optimiser et le mettre en location. Et ensuite, on va essayer de vous faire la même chose si vous souhaitez investir dans des zones plus à renta. Donc, ça peut être dans des villes, des plus petites villes de France, toujours en vérifiant qu'il y a une demande locative, que le bien est bien placé dans la ville grâce à nos équipes locales et en vous aidant à gérer toute la partie travaux. Donc, le service, c'est de vous aider à trouver un bien qui soit la meilleure affaire possible en fonction de vos critères.
et de vous aider à le rénover avec nos architectes d'intérieur au sein de l'entreprise et à le meubler pour vous livrer un bien entièrement optimisé pour de la location, que vous puissiez derrière le gérer vous-même ou déléguer la gestion à notre société. Voilà, donc on fait ça depuis une dizaine d'années. Peut-être sur les produits Hervé, on va du studio à l'immeuble entier. Donc on fait des immeubles parfois très gros, hein, des projets à partir de 100 000 euros, tout inclus. Donc quand je parle de budget, vous le verrez un petit peu plus tard, mais c'est achat, travaux, ameublement, frais de notaire, honoraires. Donc 100 000 euros tout inclus. C'est un prix, on va dire, de départ. En dessous, on pourrait, mais ce ne serait pas forcément intéressant pour les investisseurs parce qu'on a quand même des frais, évidemment. Et on va juste sur des opérations qui peuvent aller jusqu'à 2 millions, 2,5 millions d'euros, tout inclus, où là, on est sur des immeubles entiers. On est en train de faire un projet là, en région parisienne, on communiquera dessus, de 1000 mètres carrés en région parisienne. Donc, c'est absolument génial. Wow. On redonne vie à 12 appartements qui seront des appartements en plus familiaux. Un immeuble entier qu'on restructure et que notre client a acheté à un très, très bon prix. Et c'est un client qui avait déjà fait plusieurs projets avec nous. Et voilà, donc on essaye d'aider les gens à investir dans la durée. Le but, ce n'est pas de faire un seul bien, c'est d'en faire un que ça se passe bien et que par la suite, on puisse vous aider, comme on l'a fait avec beaucoup de clients, à développer un patrimoine rentable dans la durée, que ce soit pour votre retraite, pour transmettre à vos enfants, pour avoir des revenus passifs complémentaires avec l'immobilier locatif. Voilà le contexte. Parfait, très bien. Merci pour cette présentation, Manuel. On va démarrer avec les questions. Donc, internautes, n'hésitez pas, on a Doris. Ah, on t'entend plus, Hervé. Hein. Ouais, mon périphérique a été… Ouais, ça y est, c'est revenu. Non, ton micro est coupé. Ouais, c'est bon. Ah, ok, pardon, désolé, je ne sais pas pourquoi, il s'est déconnecté tout seul. Donc, je te remercie. Et je disais qu'on allait aussi pouvoir passer aux questions. Donc, on a Doris qui est assez inclusive. Voilà, les internautes, posez bien vos questions. Moi, j'ai une première question, Manuel, qui est plus par rapport à la situation au marché, en fait, puisqu'on voit pas mal d'articles sur un peu la crise du marché immobilier, les difficultés, d'éventuelles baisses de prix, les taux qui montent. Alors, quel est, toi qui es un expert, hein, quel est un peu le constat et un petit peu également la mise en perspective que tu peux faire par rapport à la situation? Oui, alors je dis une dernière chose avant de répondre à ta question. Peut-être sur l'intro, on a écrit un livre, j'en fais la promo. Ah oui. Non pas que ça nous rapporte de l'argent, mais il y a beaucoup de valeur dedans, il y a 200 pages. On parle, donc c'est une édition 2022, donc des choses ont un peu changé sur le crédit, on va en parler tout de suite. Mais je vais peut-être vous mettre le lien, si tu me le permets, Hervé, bien sûr, absolument. pour l'avoir en version PDF pour 5 euros, je crois. Voilà. Donc, c'est pas, encore une fois, je ne vais pas gagner beaucoup d'argent avec 5 euros. On a des frais en plus bancaires dessus. Mais ça vous permet derrière de pouvoir accéder à pas mal d'infos. Si vous souhaitez aller plus loin dans la perspective du webinaire, ça vous permet d'avoir plus d'infos et de vous former, si je puis dire, avec un livre qui n'a pas eu le prix Pulitzer. C'est pas de la grande littérature, mais ça a le moyen de vous faire comprendre la méthode si vous souhaitez c'est très pratique. Voilà, même si vous souhaitez le faire tout seul demain. Donc, le contexte économique. Quel est le contexte? Bon, le contexte, vous l'avez peut-être suivi. On est sur un marché immobilier qui est perturbé au niveau mondial. Hein, ce n'est pas que en France, puisqu'on a des taux qui ont explosé à la hausse, des taux d'emprunt. Aux États-Unis, entre 7 et 9% sur des durées longues, à taux fixe. Donc, entre 7 et 9% aux États-Unis. On est entre 6 et 7% en Angleterre. En France, on est sur entre 4 et 5% de taux d'emprunt sur une durée de 20 ans, taux fixe. Donc, c'est des taux qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on a constaté sur les dernières années, puisqu'il y a encore 2 ans, on pouvait obtenir des prêts à 1 ou 1,5% sur 20 ans en France. On était déjà beaucoup plus compétitif que les pays anglo-saxons, pour plein de raisons. Mais aujourd'hui, on voit qu'on a eu une remontée des taux qui a été importante. On est passé de 1 en taux moyen de 1 à 4, 4,5%. Donc, évidemment, ça vient impacter la capacité d'investissement des personnes qui souhaitent acheter de l'immobilier, puisque avec la même mensualité de 1 000 euros par mois, eh bien, vous avez, avant, avec 1 000 euros par mois, on pouvait emprunter 200 000 euros. Et aujourd'hui, c'est 25% de moins avec la même mensualité, puisque le poids des intérêts dans la mensualité de remboursement est beaucoup plus important. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ce marché immobilier? On voit que les intérêts ont monté pour plein de raisons économiques, macro, qui n'ont pas forcément à voir avec l'immobilier initialement, parce que la Fed et la BCE ont voulu juguler une inflation trop importante. Le moyen de limiter l'inflation, c'est d'augmenter les taux directeurs pour essayer de pousser, de limiter la surchauffe liée à l'argent gratuit sur le marché. Et l'impact collatéral, c'est que tous les métiers qui vivent du financement, avec en numéro 1 l'immobilier, ont été impactés. Les investisseurs n'ont plus les mêmes budgets, n'ont plus la même solvabilité vis-à-vis des banques. Et les banques se sont aussi dit,
un petit peu en effet domino. L'immobilier va baisser puisque les taux d'intérêt augmentent. Donc, moi, banque, j'ai peur de prêter à un emprunteur, parce que si je lui prête sur une valeur d'immobilier pour 200 000 euros, j'ai une hypothèque dessus. Et si demain, la valeur d'immobilier baisse, ma prise de garantie, vous me dites dans le chat si ce n'est pas clair, hein, j'ai des termes un peu pro, ma prise de garantie, en fait, je ne suis plus assuré d'être remboursé. Imaginons que je prête en tant que banque 200 000 euros avec 200 000 euros d'hypothèque à un client, pour faire simple, hein, je schématise. Si demain, la valeur du bien vient à baisser et que l'emprunteur ne me rembourse pas, moi, banque, j'ai un risque par rapport à la prise de garantie. Donc, les banques sont mises à freiner l'octroi de prêts. C'est devenu plus compliqué d'emprunter. Il y a eu une explosion des refus de prêts. Et ça entraîne bien évidemment une complication, puisque moins la banque prête, moins il y a d'acquéreurs sur le marché solvables qui sont en mesure d'acheter. Moins il y a d'achats, plus les vendeurs se disent mince, je n'ai pas d'acheteur en face, je vais baisser potentiellement mes prix. Et donc aujourd'hui, on est sur un marché immobilier où le volume de transactions a largement baissé. Nous, on le constate tous les jours. On est sur un marché un petit peu bloqué, puisqu'on a d'une part des vendeurs qui, pendant 10 ans, ont vu des prix de l'immobilier très élevés, donc qui se disent je ne vais pas brader mon bien, si je peux attendre, j'attends, qui retirent leurs biens de la vente ou qui les mettent en location plutôt que de vendre. Et puis de l'autre côté, des acheteurs qui se disent ça va baisser parce qu'ils l'ont lu dans la presse, en tout cas ils le croient, et donc ils attendent une baisse. Et donc on est sur un marché où l'offre et la demande ne se rencontrent plus, en tout cas plus autant qu'avant. Et on voit qu'on a une baisse des transactions. On estime passer de environ 1 100 000, 1 200 000 transactions l'an dernier. On était sur 1 100 000 à environ 800 à 850 000 transactions cette année, selon l'estimation des notaires. Donc, c'est une chute importante sur les volumes. Oui. Sur les prix, on ne constate pas ça du tout. C'est ça qui est intéressant. Donc, en général, les volumes baissent et ensuite, les prix peuvent potentiellement baisser. Donc, sur la baisse des prix, aujourd'hui, la baisse des prix est quand même contenue. On a une baisse d'environ 4% à Paris sur un an. Donc, ce n'est pas rien, mais ça reste quand même des prix qui sont élevés. Et on voit que les vendeurs ne veulent pas baisser trop leurs prix. Alors, à la marge, on a quelques personnes qui sont… par exemple, moi, j'ai acheté un appartement il n'y a pas très longtemps dans le 20e et on le fait de plein d'affaires pour nos clients, mais moi, je ne gère pas les projets de chaque client. Donc, je parle plus facilement des miens. Mon rôle dans l'entreprise aujourd'hui est plus sur la structuration de l'entreprise. Donc, c'est pour ça. Mais on voit que, par exemple, moi, j'ai pu saisir une offre à côté de chez moi dans le 20e à un prix que je n'aurais jamais rencontré avant parce qu'on était dans le cadre d'une succession avec 4 personnes qui ont hérité d'un bien. Ils devaient payer donc des droits de succession et ils ont eu 2 refus de prêt sur des offres. Ils ont vendu le bien 2 fois. À chaque fois, ce n'est pas allé au bout. Et donc, moi, je suis arrivé sans condition de prêt. J'aurais dit, j'aurai mon crédit et si je ne l'ai pas, c'est mon problème à moi. Donc, je n'avais pas l'argent. Mais je me suis engagé, au pire, à payer une pénalité de 10%. C'est ça que ça veut dire. Et grâce à ça, j'ai pu faire une grosse négociation et acheter un prix très, très intéressant sur le marché. Donc, il y a quelques vendeurs qui vont accepter, et ça va être le cas d'ici la fin de l'année, de céder si on fait des grosses négos à des prix plus faibles. Mais globalement, le marché résiste et tient. Et il y a même des villes où on voit les prix qui continuent de monter, comme c'est le cas à Toulon, à Nice ou dans certaines villes du Sud. Voilà, donc globalement, on peut constater une baisse légère dans les grandes villes, Paris, Bordeaux, Lyon, qui étaient très élevés au mètre carré, et une poursuite de la hausse dans d'autres villes comme Marseille, Nice, Toulon, où on est sur des villes très attractives, où on est encore sur le rattrapage de prix, puisque les prix sont faibles par rapport à l'attractivité de la ville. Alors, cette situation-là que tu nous décris, nouvelle, avec cette hausse de taux, cette relative tension sur les prix, donc pas trop encore, on va dire, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va perdurer? Quel est un petit peu l'horizon que tu imagines sur les prochains mois? Même, tu n'as pas de boule de cristal, mais tu es un professionnel aguerri, donc comment tu imagines les choses? Alors, je pense déjà, pour être humble et dire la vérité, je pense qu'on a tous été surpris que ça dure déjà aussi longtemps. Tu m'aurais posé la question il y a un an quand on a vu les nuages arriver. Je pensais que ça repartirait à la baisse, les taux, d'ici la fin 2023. Donc, on n'y est pas encore, mais a priori, ça se maintient encore parce qu'ils n'arrivent pas à contenir l'inflation. Encore une fois, il faut comprendre que leur but n'est pas de freiner l'immobilier. Leur but est de freiner l'inflation, qui n'a rien à voir avec l'immobilier, même si l'immobilier fait partie quelque part du panier qui est dans le calcul de l'inflation, le logement. Ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que l'immobilier, le bâtiment, aujourd'hui, sont très impactés. Encore une fois, non pas parce que les prix dévissent, donc ce n'est pas vous, en tant qu'investisseur ou propriétaire, qui allez être très impacté, mais c'est nous, en tant que professionnels de l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'on vit du volume aussi. Si l'an dernier, on a fait 600 opérations, si cette année, on en fait 30% de moins, par exemple, forcément, on a moins de chiffre d'affaires et donc, ça met des entreprises en difficulté. Donc, on constate
que beaucoup d'agences immobilières classiques vont être en difficulté parce que leur volume de transactions chute. Or, il faut savoir que l'immobilier, la construction, c'est environ 10% du PIB en France. Donc, c'est énorme. Donc, l'État français collecte à chaque vente, chaque fois qu'il y a une mutation, donc chaque fois qu'il y a une transaction immobilière, ils vont collecter ce qu'on appelle communément les frais de notaire. Ils vont prendre plus de 6%. En réalité, c'est des impôts de droit de mutation. Ils vont prendre des impôts sur les plus-values. Voilà, donc ça fait vivre l'économie immobilière. Donc, tout ça pour dire que l'État français n'a pas d'intérêt à bloquer le marché immobilier ou le marché de la construction. On voit qu'aujourd'hui, les promoteurs sont en difficulté. Les promoteurs, c'est énormément d'emplois également. Voilà, donc moi, mon postulat, c'est de dire jusqu'à quel point l'État français, ou d'ailleurs dans les autres pays du monde, vont pouvoir laisser en difficulté un pan de l'économie qui pèse énormément dans le PIB et qui a été un moteur de croissance et qui permet aussi beaucoup la collecte d'impôts. Ouais. Donc là, on voit qu'on commence à avoir des inquiétudes des professionnels de l'immobilier, ça va se répercuter. Les collectivités locales, avec les impôts qu'elles ne perçoivent plus sur les droits de mutation, vont se réveiller et il va y avoir un trou fiscal à ce niveau-là. Et on voit que, moi, mon postulat, c'est qu'on va avoir une réaction des pouvoirs publics. Ta question, c'était jusqu'à quand va durer la crise? Personne ne le sait. Je me fais la remarque qu'il y a un besoin de logement aussi quand même en France. Exactement, c'est ce que j'allais dire, il y a un besoin de logement. Toutes ces tensions sur la transaction entraînent un marché de report sur la location. C'est-à-dire que tous les ménages qui ne peuvent pas acheter se tournent vers la location. Oui. Et aujourd'hui, on a un marché de la location qui est excessivement tendu. Donc, ça va bénéficier aux investisseurs. Vous allez louer votre bien encore plus facilement. Donc, on peut se dire que c'est bien pour les investisseurs, mais ça porte préjudice à tous les gens qui veulent se loger en France. Et donc, là aussi, les pouvoirs publics vont être obligés de réagir. On sait aussi qu'on a un déficit de logement en France et que les promoteurs essayent de construire des logements, non pas pour combler le déficit, aussi pour faire du business, on ne va pas se mentir, mais ils ont un rôle aussi social en ramenant de l'offre sur le marché. Aujourd'hui, pour plein de raisons, ils construisent beaucoup moins de logements. Ça va entraîner un déficit très important dans les prochaines années sur justement les logements qui arrivent sur le marché et donc sur les tensions sur le logement pour les Français. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que les pouvoirs publics vont devoir réagir en encourageant la construction de logements, la transaction, etc. Et on va voir comment ils le font dans les prochains mois. Sur la partie taux directeur, ce que les économistes disent, c'est qu'a priori, on va avoir une inflexion sur les taux. Donc, à partir de 2024, donc on pourrait imaginer que les taux rebaissent. Moi, c'est mon postulat. À partir du deuxième trimestre 2024. Et si les taux se remettent à baisser, ça va redoper à nouveau l'intérêt, donc les prix et puis l'intérêt des investisseurs pour le secteur immobilier. Donc, à mon sens, pour résumer, aujourd'hui, on est sur un marché chahuté. On arrive à un moment où on voit certains vendeurs qui capitulent. Quand on dit capitule, c'est qu'un vendeur, il maintient son prix jusqu'au moment où il dit moi, je dois payer mes droits de succession ou malheureusement, j'ai divorcé ou je change de ville. Je ne peux plus garder ce bien vide parce qu'un bien vide, ça coûte de l'argent. Donc, j'accepte une baisse de prix. Donc, nous, on est là pour vous aider avec mon entreprise à saisir ces baisses de prix, à faire les négociations avec justement ces vendeurs. Et moi, ce que je pense très intéressant aujourd'hui, et c'est la stratégie qu'on s'applique à titre perso et que nos clients appliquent, c'est que vous allez acheter avec des taux de crédit élevés, mais dès que les taux vont repartir à la baisse, vous allez pouvoir les renégocier à la baisse. Et donc, le but aujourd'hui pour moi, si vous êtes un investisseur averti, c'est de profiter de la crise en vous disant, voilà, je peux faire comme dans toute crise de bonnes affaires, et donc c'est intéressant. Et puis, dès que les taux repartent à la baisse, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, je vais renégocier mes taux à la baisse, j'aurai acheté sur des prix bas, plus bas qu'avant la crise, et j'aurai des taux, finalement, peut-être pas à 1%, mais si ça rebaisse à 2, 2,5, j'aurai rebaissé mes taux, donc je serai gagnant sur les deux tableaux. Voilà. Faut peut-être, on va passer après aux questions de Doris, mais juste un point très important, parce que je crois que c'est une des spécificités de la France, Emmanuel, tu me confirmes, c'est effectivement le fait qu'on peut renégocier ces taux. Donc, par exemple, là, admettons qu'on a un taux à 4%, c'est relativement élevé, mais c'est pas non plus dans les années, on a eu des taux à 15% dans les années 70-80. Ouais, donc, mais ça veut dire que dans les 2 ans qui viennent, on peut aussi renégocier son crédit à 1,5 ou 1% si les taux ont baissé, quoi. Exactement. C'est ce qui s'est passé sur la dernière baisse. Moi-même, je les ai renégociés. On a conseillé nos clients. Il y a plein de choses à faire. Alors, si on parle rapidement de crédit, je vais vous donner 2-3 astuces puisque vous êtes présents, vous faites l'effort de ne pas être à table, mais d'être avec nous. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous avez déjà des prêts en cours, notez bien ce que je veux dire, c'est très important. Si vous avez déjà des prêts en cours, je vous conseille de faire un mail à votre banquier ou un message dans la messagerie sécurisée à votre banquier en France et de lui demander d'exercer votre clause de modularité. Vous pouvez déjà, avec les prêts que vous avez en cours, donc les anciens prêts que vous avez, si vous avez des prêts avec des taux bas,
sur simple demande par email, sans que ça vous rajoute de frais et en conservant le taux que vous avez eu, par exemple 1 ou 1,5%, vous pouvez rallonger le prêt de 10% de la durée restante sur simple email, simple demande. C'est juste incroyable. Ça veut dire que votre mensualité de prêt, si aujourd'hui vous remboursez 1 000 euros par mois, bah, demain, par simple demande, enfin le mois prochain, ça passera de 1 000 euros à 900 euros. Déjà, c'est top. Moi, je l'ai fait sur toute ma dette, sur tous mes prêts. J'ai écrit au banquier et j'ai demandé à exercer cette clause de modularité en demandant à allonger sur la durée maximale. Souvent, c'est 10% de la durée restante. Certaines banques vont même plus loin. Moi, le Crédit Mutuel, pour ne pas les citer, m'a accordé 3 ans, alors que c'était des prêts de 20 ans qui avaient commencé à se rembourser. Donc, bon, c'était inespéré. Donc, faites ça. Clause de modularité, ça va vous libérer de la capacité d'endettement et surtout, vous profitez de l'argent pas cher que vous avez eu à 1, 1,5% pour le réétaler. C'est comme si vous veniez de prendre une ligne de dette à 1%. Et donc, vous allez récupérer l'argent plus vite, à soit avoir plus de cash flow, soit baisser votre taux d'endettement pour faire de nouveaux projets. Ça, c'est la règle numéro 1. Règle numéro 2, on peut renégocier ses taux d'assurance. Je vous conseille aussi de le faire. C'est-à-dire que vous pouvez courter votre assurance. Vous pouvez aller sur le site Meilleur Taux. Je n'ai pas d'affiliation, vous voyez, le truc. Très facile à faire. Ils prennent en charge les choses gratuitement. Et ils vous aident, ils se payent avec l'assurance et ils vont vous aider à baisser votre assurance. Et parfois, vous pouvez économiser plusieurs dizaines d'euros par mois sur une simple demande. Sur la durée restante de 15 ans, 20 ans. Non, mais sur 15 ans, 20 ans, parfois, ça représente 10 000 euros sur un prêt. 10 000 euros d'économie cumulée. Faites-le. Pourquoi vous ne le feriez pas? Meilleurtaux.com. Je n'ai pas d'affiliation, je ne vous mets même pas de lien. Vous cliquez, vous faites votre demande. Ils travaillent très bien pour cet aspect-là. Pour le crédit, c'est un peu plus compliqué. Je ne vous conseille pas forcément pour le crédit de passer par eux parce qu'ils sont plus sur des dossiers classiques de Français et pas de résidents. Mais sur le courtage d'assurance, c'est très bien. Et ensuite, le troisième point, c'est ce que disait Hervé. En France, on est protégé sur 2 aspects. En un, on emprunte à taux fixe la plupart du temps. Ce qui est génial puisque vous avez une mensualité qui ne va pas évoluer dans le temps, même si les taux montent. En revanche, quand les taux baissent, vous pouvez demander à faire racheter votre prêt. Soit vous renégociez avec la même banque, soit vous faites racheter le prêt à la concurrence. Et ça va vous permettre, en payant des pénalités très limitées, puisque c'est 2 trimestres d'intérêt, donc c'est 6 mois d'intérêt, pas de mensualité, uniquement les intérêts d'emprunt pendant 6 mois, de pénalité finalement de rachat. C'est hyper intéressant. C'est pas comme ça dans d'autres pays. On est très protégé sur les prêts en France, avec des taux fixes, avec la possibilité de courter l'assurance, avec la clause de modularité, avec la possibilité de faire acheter son prêt avec seulement 6 mois d'intérêt à payer quand on est un particulier. Donc, pour toutes ces raisons, vous avez intérêt de faire de la dette en France et aussi parce que, comme je l'ai dit, j'ai posté sur Instagram il y a quelques jours un petit comparatif des taux d'emprunt sur des durées longues et je vous disais, on est à 4% en France aujourd'hui en moyenne, quand on est à plus de 7% aux États-Unis, 7% en Angleterre, donc on est sur des taux beaucoup plus compétitifs. Donc, c'est intéressant aujourd'hui de faire de la dette en France. Allez, on va prendre 2-3 questions. Doris nous a posé 2-3 questions et qui sont très intéressantes. Alors, elle demande quelles sont les plus fortes baisses de prix que vous avez notées ces derniers temps. Tu avais donné un petit indicateur sur Paris, je crois, moins 4%, tu as dit. Est-ce que, de toute façon, il n'y a pas de chute, en fait. C'est plutôt des corrections à la marge, c'est ça? Exactement. Ouais, il n'y a pas de chute du marché. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on constate. Peut-être que demain, il y a un moment où il y aura des baisses plus fortes à voir, à suivre. L'hypothèse, c'est que ça continue de baisser peut-être encore de 5%. Voilà, c'est ça l'hypothèse sur 2024. Donc là, on parle du marché global. En revanche, à la marge, on voit qu'on a certains vendeurs qui capitulent, comme j'ai dit, et qui acceptent de baisser leur prix de manière plus importante. Et pour ça, il faut que faut qu'il y ait une conjonction de critères. Et comme me le demande Doris, il faut être en mesure d'arriver et de rassurer le vendeur sur votre capacité à aller au bout. Parce que souvent, quand un vendeur capitule, mettez-vous dans l'état d'esprit d'un vendeur. Vous avez un bien, vous avez hérité d'un bien d'une succession, par exemple. Ou alors vous divorcez, ou vous devez déménager pour le travail, etc. Vous devez vendre. Donc, du coup, pour payer les frais, ou vous devez vendre en tout cas. Si vous avez un premier acheteur qui achète, il est finalement pas finançable. Vous avez perdu 2 mois ou 3 mois. C'est ce qui se passe en général, voire même parfois plus. Vous remettez le bien en vente. Là, vous avez un peu de peine à trouver un nouvel acheteur. Vous le trouvez. À nouveau, il n'est pas finançable. Là, vous êtes dépité. C'est horrible parce qu'on est là, on parle de business. On n'est pas dans un monde de bisounours. J'aimerais pouvoir aider ces vendeurs-là. Moi, mon job, c'est de représenter les acheteurs. Donc, vous, si demain vous faites appel à nous et que nous, on puisse vous aider à acheter au meilleur prix. Donc, il y a un côté un peu difficile dans ce que je dis. C'est-à-dire que moi, le bien que j'ai acheté à Paris 20e, par exemple, 2 refus de prêt, grosse négociation. Je ne suis pas arrivé en disant « Je suis désolé, je vous l'achète à un prix qui est bas. Si vous voulez, je vous l'achète 100 000 €. C'est la loi du marché. C'est la loi du marché.
Bon, ils étaient contents de me trouver pour aller au bout de l'opération aussi. On ne va pas se mentir. On Mais peut bon, aussi se rappeler, Manuel, que pendant 10-15 ans, les prix ont quand même considérablement augmenté aussi. exactement. Et là, ils ne se sont pas dit, bah non, je l'ai acheté 200 000, je vous le revends 500, Oui. je vous fais un petit rabais. Ils ne l'ont pas dit non plus. Tu as tout à fait raison. Mais mon point est là. Il est de dire, là, ils sont dans un état d'esprit où ils disent, je veux vendre. OK. Mon critère aujourd'hui n'est pas forcément de vendre le plus cher et que ça aille pas au bout, mais c'est de trouver quelqu'un où il a l'engagement d'aller au bout. Mm. C'est quoi l'engagement d'aller au bout? Soit c'est que la banque vous signe un papier pour les rassurer en leur disant, bah, là j'ai mon prêt, vous voyez, le banquier m'a fait une attestation, si ça leur va, ça leur va. Soit c'est que vous achetiez sans condition de prêt. Doris, sans condition de prêt, ça ne veut pas forcément dire que vous achetez cash. On a des clients qui achètent cash aujourd'hui. Mais si vous pouvez faire du levier bancaire, pour moi c'est plus intéressant, on ne va pas se mentir, c'est que vous puissiez dire, je sais que je suis finançable, donc je fais mon affaire du prêt, ce que j'ai fait. Et ensuite, donc vous achetez sans condition de prêt, vous faites votre prêt, mais si jamais malheureusement vous n'arrivez pas à avoir votre prêt, bah, la pénalité est de 10%. Donc il faut que vous soyez sûr de l'avoir. Ou alors vous êtes en mesure d'acheter cash, vous vous dites, bah, dans le pire des cas, j'achète cash et j'essaie de faire un prêt. Voilà, c'est un peu les options. Ok, d'accord, bah, très bien. Une autre petite question de Doris, c'est les 3 villes qui, pour toi, sont les plus rentables dans l'Hexagone pour faire un investissement locatif? Alors, on peut parler maintenant des rentabilités. Alors, ça dépend Oui. si on parle de rentabilité en longue durée, en courte durée. Oui. Honnêtement, on peut trouver des choses intéressantes dans beaucoup de villes. Moi, j'adore Paris, par exemple. J'ai beaucoup investi à Paris à l'époque. Je pense qu'à Paris, il va y avoir des opportunités. Bah, vous voyez, je continue d'investir à Paris, à titre perso. Donc, c'est que j'y crois. Pour moi, Paris a des atouts incroyables. C'est sûr que c'est un marché aujourd'hui où vous avez moins de rendement que dans d'autres villes. Vous allez viser peut-être d'autres choses. Donc, si vous investissez à Paris, il faut que vous puissiez équilibrer l'opération. Si vous débutez aujourd'hui et que vous êtes un jeune actif, une jeune active où vous n'avez pas forcément énormément d'épargne ou pas forcément un salaire si élevé que ça, Paris ne sera peut-être pas le bon choix pour vous. Si en revanche, on a parfois des profils expats, 40-45 ans, qui ont très bien gagné leur vie, qui la gagnent encore très bien, qui veulent placer une partie d'économie avec de l'apport et faire de la dette, et qui se disent, je veux un secteur patrimonial qui va prendre de la valeur, je pense que Paris est un très bon choix. Voilà. Ça va dépendre de votre profil et de ce que vous attendez. On fait des super choses, par exemple, dans le sud, à Toulon, à Nice. Moi, Nice, j'adore Nice. Bah, d'ailleurs, Hervé, tu vis à Nice. Ben oui, je partage ta vie. Moi, j'adore Nice parce que bah, si je devais déménager en France dans une ville, ce serait à Nice pour avoir plus de soleil. Qualité de vie, capitale économique du sud, dans le sens où on a une économie, on a des écoles, on a aussi du tourisme et on a l'aéroport, on a plein d'atouts en fait à Nice. Donc, c'est une ville où on peut faire encore des bonnes affaires. On a une équipe sur place qui fait du très bon boulot et qui peut vous aider à investir. On est à Toulon, où à Toulon, on peut faire de la courte durée. Ça, c'est très intéressant. Exploiter en Airbnb pour avoir plus de rendement. On fait des choses aussi super en Bretagne. On est présent à Vannes, pour ceux qui aiment la Bretagne. On fait des choses à Vannes, à Brest. Bon, ce n'est pas les mêmes profils de ville, mais on fait des choses en Bretagne, des super projets. Après, on est partout. On fait des projets à Lille, dans le Nord. On fait des projets à Rouen. On fait des projets à Reims. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Il n'y a pas de meilleure ville que d'autres. Je dirais, pour vous faire une réponse de Normand, c'est que ça dépend vraiment de vos critères à vous. On va étudier ça ensemble. En fonction de vos critères, on va vous montrer des villes, vous montrer des projets qu'on a réalisés et qui sont réalisables aujourd'hui. À partir de là, vous choisissez et on lance les recherches. Et est-ce qu'il y a des types de biens que tu privilégies, que tu sélectionnes? Alors, je pense par exemple centre-ville, plutôt grand, plutôt petit, plutôt. J'ai vu que la colocation, c'était quelque chose qui prenait bien. Ouais. Alors en fait, ça va dépendre du budget de notre client en fonction de la ville, mais effectivement, tu as raison. Ce qui marche globalement, c'est toujours la même chose. Des petites surfaces, étudiants jeunes actifs, studio T2, on va optimiser ça. Ou alors des grandes surfaces en colocation pour avoir plus de rendement, ou même du co-living. On est capable de faire du co-living aussi. On en fait des projets de co-living donc sur des enveloppes à partir de 800 000, 1 million d'euros, tout inclus. Là, on peut faire un bâtiment entier en co-living, ça cartonne. Et c'est vraiment un produit d'avenir. Et après, on peut faire des immeubles de rapport. Donc là, on est sur des immeubles où vous avez une succession de studios T2 coloc dans un même immeuble. L'avantage, c'est que vous êtes propriétaire de tout le bâtiment. Et donc, vous n'avez pas de copro, pas de syndic à payer. Si vous voulez faire des travaux, vous êtes beaucoup plus libre. Et ça, on fait beaucoup d'immeubles, pas forcément à Paris, mais soit en région parisienne, soit on le fait dans le nord de la France, à Marseille, etc. Et là, on démarre les immeubles à partir de 400 000 euros tout inclus, selon les villes. Et on peut monter, comme je disais, sur des immeubles jusqu'à 1 million, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, tout inclus en livraison sur des clients qui ont la capacité financière.
Allez, les internautes, continuez à poser vos questions avec le petit onglet questions en bas à droite. On est presque à la moitié de ce webinaire, hein. Je vous rappelle qu'il sera disponible en replay. Jérôme nous mentionne qu'il a investi dans une sous-préfecture avec une rente nette entre 10 et 12%. Alors, je ne sais pas laquelle, mais s'il veut nous préciser, ça me semble être une très belle rentabilité. Bravo. Oui, donc voilà, donc il y a des possibilités de faire des choses en France dans des villes secondaires. Alors, nous, on travaille dans pas mal de villes. On est à Troyes, par exemple. On fait des choses, je l'ai dit, on fait des choses à Rouen, à Troyes, on fait des choses à Grenoble. On est présent aussi dans des villes plus petites, justement pour apporter aux clients plus de rendement. Question de Doris sur la taxe foncière. Absolument, vas-y. Alors, la question me fait sourire. Moi, je suis investisseur à Paris, je l'ai dit, mais pas que à Paris, hein, mais notamment à Paris. Et la question me fait sourire parce que, en fait, Doris, il y a un tel écart de taxe foncière entre Paris et la province, globalement, que même avec l'augmentation qu'il y a eu, c'est encore des taxes foncières qui sont ridicules. Voilà. Donc, oui, on voit augmentation 50%, ça ne me fait pas plaisir, hein. Je ne vais pas vous dire que ça me fait plaisir. Mais la vérité, c'est que quand je regarde ce que je paye sur des immeubles en taxe foncière, sur certaines zones, j'ai des immeubles dans le 77, par exemple, en région parisienne, je paye des taxes foncières très élevées, alors ça rentre dans le calcul, il n'y a pas de problème. Mais quand je regarde ce que je paye sur mes biens parisiens, c'est ridicule. Même avec 50% d'augmentation, ça reste très, très bas. Donc, non, pas d'inquiétude là-dessus. Ça reste mineur sur votre rentabilité à Paris et ça reste un atout parisien que d'avoir des taxes foncières très faibles. La taxe foncière, pourquoi elle est faible? Parce qu'on a une économie beaucoup plus dynamique que dans d'autres régions de France avec des entreprises qui payent de l'impôt, dont la nôtre à Paris, et donc qui contribuent au budget de la ville, ce qui permet d'alléger la taxation finalement des Parisiens sur les propriétés. Alors, je rebondis un peu sur cette question, parce que là, on parle de la taxe foncière, mais il y a aussi tous ces sujets autour de l'encadrement des loyers. Du coup, peut-être tu veux nous en dire un mot, parce que je sais que c'est parfois quelque chose qui effraie un peu quand on est à l'étranger, qu'on vit loin, et on se dit, mince, j'acquiers un bien pour le louer, et puis finalement, je vais pas pouvoir augmenter mes loyers, ou je vais être contraint. Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas que l'encadrement des loyers, il y a plein de règles. En fait, ce qu'on constate, je vais répondre, mais ce qu'on constate, c'est qu'on a de plus en plus de règles sur l'immobilier. Certains me disent, oh, Manuel, est-ce que c'est pas la mort de l'immobilier? Il y a les DPE. Maintenant, il faut remplir aux conditions, on en parlera, des diagnostics énergétiques. Il y a effectivement l'encadrement des loyers dans énormément de villes. Il y a le permis de louer dans beaucoup de villes. En fait, on voit qu'on a un amas de règles. Alors, on est les champions pour ça en France. On rajoute des règles qui partent à chaque fois d'une bonne intention, voilà, je verrai, de protéger les locataires, protéger les acheteurs, et au final, c'est des lourdeurs administratives. L'encadrement des loyers, il existe déjà depuis une dizaine d'années à Paris, hein, je pense que ça fait 8 ans. Donc on vit avec à Paris, nous on gère 2000 appartements en gestion de nos clients. On vit avec, il faut contractualiser le bail de la bonne façon, mais il est possible d'ajouter des compléments de loyer sous certaines conditions. Et il faut surtout rédiger le bail de la bonne façon. C'est surtout là-dessus que j'attire votre attention, en écrivant le loyer de référence majoré, si vous mettez un complément de loyer, en expliquant pourquoi et en documentant au maximum. En faisant ça, on limite considérablement le risque que le locataire conteste. Il peut toujours le faire, hein. S'il le conteste, ça va en commission, mais c'est très peu le cas. Sur le parc qu'on gère, c'est très peu le cas et ça permet d'avoir des rendements qui sont intéressants, même dans les grandes villes françaises encore aujourd'hui. Alors, tu as parlé juste avant, tu as énoncé le terme de DPE, c'est-à-dire diagnostic de performance énergétique. Je pense que c'est un point important aujourd'hui sur le marché en France. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est et quel impact ça a pour les investisseurs, à la fois en avantage, enfin en opportunité, j'allais dire, mais aussi en inconvénient? Oui, bien sûr. Le DPE, globalement, ça part encore une fois d'une bonne intention. Le législateur français, vous savez, on se veut être à la pointe sur l'écologie en France, ce qui est une bonne chose, hein, sur la défense de l'environnement. Et donc, ils se sont dit, les bâtiments, c'est un poste de dépense d'énergie qui est très important du fait de la mauvaise isolation. Et donc, la logique, c'est de dire comment on peut aider les Français à limiter l'empreinte écologique des bâtiments en rénovant le parc immobilier français. Alors, comme d'habitude, ça part d'une bonne intention, ça finit sur de la contrainte. Ils se sont dit, on va pénaliser les propriétaires qui ne font pas les travaux. Voilà. Et donc, on encourage, encore une fois, en pénalisant et en interdisant de louer des biens, alors, par palier, d'abord les biens qui consomment le plus d'énergie, etc., pour forcer les propriétaires à rénover les biens, à les isoler de manière à pouvoir les louer ensuite. Une fois qu'on a dit ça, ça peut être encore source d'opportunités, hein. On était passé dans l'émission Capital d'M6, je ne sais pas si tu l'avais vu, Hervé, mais justement sur les dépôts.
ont été interrogés là-dessus. Et on montrait comment des investisseurs avec nous faisaient des bonnes opérations sur des passoires thermiques, des logements qui consomment beaucoup, en négociant le prix à l'achat, puisque dans les travaux, on va pouvoir tout isoler. Donc, il n'y a pas de problème. Une passoire thermique, je dis toujours que ce n'est pas un état définitif. Vous achetez une passoire thermique. Si vous avez budgété, que vous avez emprunté, que vous avez prévu les travaux dans votre enveloppe travaux pour isoler le bien, ben vous avez acheté une passoire thermique et à la sortie, ce n'est plus une passoire thermique. Donc, vous avez créé de la valeur en isolant le bien avec l'enveloppe travaux. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un problème. C'est plus un souci pour les biens que vous avez déjà. Parce que si vous avez des biens qui sont des passoires thermiques, vous allez devoir faire les travaux sur vos fonds propres, entre guillemets. Donc, voilà, ça peut coûter. Ça ne coûte pas forcément des sommes énormes. Nous, on a une filiale, d'ailleurs, Jean-Paul. Je vais vous mettre dans le chat. On a une filiale qui fait les travaux. Si vous avez des biens que vous avez déjà, si vous déménagez en France pour des résidences principales ou résidences secondaires, on fait vraiment des chantiers de tout type. Je vous mets le lien, c'est notre filiale à 100%, qui est l'entreprise de Michael et de moi, Reno.fr, et qui cartonne. On a des très très bons avis clients là-dessus et un très bon service. Donc chez Reno, par exemple, on va optimiser des biens que les clients ont déjà. Parfois, ils nous disent j'ai fait un projet avec vous, mais j'ai aussi un bien de famille. J'ai aussi un bien que je loue depuis longtemps, je voudrais le rénover. Pour le louer peut-être plus cher, pour l'isoler en termes de DPE, parce qu'il a besoin d'être rénové. Et là, on peut intervenir là-dessus et ça ne coûte pas forcément très cher la rénovation énergétique, voilà, selon les cas. Ouais, et surtout, le diagnostic, il n'est pas définitif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait les travaux, on remonte dans le… Exactement. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc c'est pas forcément… Moi, je le vois plus comme une source d'opportunité. Ça va nous permettre demain de se dire, j'ai un bien qui est une passoire thermique, je le négocie parce que le vendeur, je lui dis, c'est une passoire thermique, je vais devoir faire ces travaux-là. Et donc, ça va me permettre de négocier le prix au maximum. Alors, du coup, une question de Nathalie qui demande, faites-vous des opérations avec des clients qui sont en SCI? Lise, ça semble compliqué avec pas mal de banques. Alors, je ne sais pas où est Nathalie, mais à l'étranger, j'imagine. Ouais. Je te laisse répondre. Bien sûr, oui, tout à fait, Nathalie. Je vous mets le lien pour que vous puissiez nous contacter pour prendre un rendez-vous gratuit avec mes équipes. Déjà pour parler de votre situation, et on pourra vous mettre en lien avec les bons partenaires sur le financement, si c'est votre souhait, parce que là, vous me parlez de financement, et par la suite, vous accompagner. Mais oui, on a des clients, bien sûr, qui investissent à travers des SCI. C'est classique, c'est assez classique. Ok, très bien. Parfait. Peut-être une question par rapport à est-ce que c'est plus avantageux selon toi, Emmanuel, d'investir en France ou plutôt à l'étranger quand on vit déjà à l'étranger? Je parle en termes d'investissement, hein, pas pour sa résidence principale, par exemple. Moi, je serais un peu mal avisé de vous dire il faut investir en France, étant donné que je vends de l'investissement en France, parce que là, vous allez vous dire, mais est-ce qu'il est vraiment impartial? Moi, pourquoi? Je vais plutôt vous répondre pourquoi moi, je n'ai pas investi à l'étranger. Parce qu'en général, il n'y a pas de levier. Enfin, ça dépend des pays. Si c'est votre pays de résidence, peut-être que vous allez pouvoir emprunter dans une banque. Donc ça, c'est à vous de le savoir. Je ne suis pas spécialiste de tous les pays. Ce que je constate, c'est que les taux sont, je vous l'ai dit, taux fixe, possibilité de renégociation, taux favorable. La fiscalité est aussi très intéressante en France quand on loue en meublé, par exemple, ou avec la SCI à l'IS. Donc on a des atouts en France, en tout cas. Certains pays peuvent être aussi intéressants. Je ne veux pas dire du mal. Moi, simplement, j'ai trouvé moins de levier bancaire ou à des conditions beaucoup plus défavorables dans d'autres pays, ce qui fait que je ne me suis pas positionné, puisque le levier est quelque chose d'important quand on fait de l'investissement immobilier. Le marché immobilier, c'est aussi un marché qui est beaucoup plus stable en France, pour deux raisons principales. Un, c'est la stabilité de l'emploi. On a en France, on a à la fois des lourdeurs, on le sait, on a beaucoup de fonctionnaires, donc ça coûte en impôts, c'est pour ça que je le dis, et on a également des contrats de travail qui sont plus lourds avec le CDI qui protège les salariés, mais c'est aussi un avantage. C'est-à-dire que quand on a une crise, tout le monde n'est pas au chômage du jour au lendemain et s'arrête de payer le loyer. Voilà. Donc, pour un investisseur immobilier, c'est rassurant, puisque du coup, le marché immobilier est stable pour ces raisons-là sur la partie économique et du travail. Et d'autre part, parce qu'aujourd'hui, le travail, ça va bien, même aux États-Unis. Mais quand il y a une crise, aux États-Unis, par exemple, on sait que les entreprises licencient beaucoup plus vite et il peut y avoir énormément de défauts sur les remboursements de prêts. C'est le cas en ce moment à Londres et au UK où on a les gens ont des difficultés. Deuxième point, c'est les taux fixes. Aujourd'hui, on a des emprunts à taux fixe en France. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'au UK, ils ont des grosses difficultés. Les gens sont obligés de revendre parce qu'avec la hausse des taux, leur mensualité augmente et ils ne sont plus forcément en mesure, face à une inflation sur l'achat tous les frais augmentent avec l'inflation. Et en plus, ils se retrouvent à devoir rembourser plus de mensualités dans un marché de l'emploi qui n'est pas au plus haut. Ils ont des difficultés. Des gens sont obligés de revendre en urgence en perdant de l'argent. Ça crée potentiellement des impayés, etc. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir un marché immobilier qui est plus stable en France pour la raison des taux fixes
et pour la raison de l'emploi qui est quand même un petit peu plus stable. Très bien. On a deux, trois autres questions. Peut-être également, Manuel, je ne sais pas si tu veux passer la parole à Oui, ton alors c'est collaborateur. une surprise. Je vous ai dit qu'on avait une surprise. Alors, je réponds peut-être aux deux questions. Allez, Et puis vas-y. après, Puis on va après, accueillir, on restera un gros quart d'heure, donc ça sera bien. on va accueillir notre invité. Donc, Doris, à vous des idées, une idée des conditions à réunir pour décrocher un prêt en France. Aujourd'hui, la banque va vous demander entre 35 et 40% de contrepartie. Pas forcément de l'apport, mais ça va être en général 15-20% d'apport. Et le reste, elle va vous demander de le placer sur ce que vous voulez, sur des actions, sur des fonds, etc. Au sein de la banque, et la banque va nantir le placement. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas le retirer, que les conditions varient d'une banque à l'autre, vous ne pourrez pas le retirer, et si vous arrêtez de rembourser votre prêt, elle va se servir dessus, elle a le droit. Voilà, globalement. Donc, il faut quand même être en mesure de mobiliser du cash. On a refusé le prêt quand on ne demandait pas assez de prêts. Trop de coûts pour la banque, alors on peut penser acheter cash. Nathalie, vous pouvez tout à fait acheter cash, contactez-nous. Ça va dépendre, et là vous avez raison, la banque ne voudra pas monter un dossier de non-résident pour un prêt à 50 000 euros. Ça va dépendre du prêt. On peut quand même l'étudier, et on peut étudier bien sûr un achat cash également si c'est votre souhait. Donc contactez-nous. Je ne sais pas si j'ai mis je vais remettre le lien de l'agenda. Ouais, vas-y. Voilà, vous pouvez prendre un rendez-vous, là à nouveau, gratuit avec mon équipe. Et avec grand plaisir, ou même me solliciter. Je mettrai mon mail à la fin, me faire un petit mail. J'aime bien échanger aussi. Si je peux répondre à des questions et vous aider, ce serait avec grand plaisir. Ouais. Est-ce qu'on peut accueillir notre invité? Oui, bien sûr, absolument. Alors, attends, je vais l'inviter à monter sur scène. Donc, j'ai voulu changer un peu le format dans cette conférence, parce qu'on en fait régulièrement un carré. Ouais. Et j'ai voulu inviter Julien, qui fait partie de l'équipe. Bonjour à tous. Salut Julien. Ouais. Tu veux te présenter, Julien, en quelques mots? Je vais t'afficher en grand, Julien. Hop, voilà. Parfait. Non, écoutez, moi, ça fait 3 ans que je suis au sein de la société Investissement Locatif et aujourd'hui, j'accompagne plusieurs investisseurs sur tous leurs projets. Donc, que ça soit la recherche du bien, la coordination aussi des différentes étapes jusqu'au succès de l'opération. Donc, j'ai aussi une vision sur le marché global de l'immobilier français, sur là où on va être présent. Et aujourd'hui, le but, bon, je ne sais pas si Manuel l'avait annoncé en début, mais c'est de vous présenter aussi quelques opportunités, quelques projets que nos équipes ont rentrés, que ce soit du off-market, sur des villes comme Paris ou même du sud de la France qui fonctionnent bien, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, l'idée, c'est de vous présenter aussi 3 biens un peu en exclusivité. Voilà, ça va être court, hein. 3 fois 5 minutes. Voilà. C'est des biens qu'on vient de rentrer et qui ne sont pas encore vendus. On vous a un peu réservé la priorité, c'est ça ma surprise. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur le bien, sans bien évidemment aucun engagement, vous pouvez contacter directement l'équipe et Julien dans la foulée du webinaire de manière à vous renseigner, peut-être à acheter un bien. Ce serait magnifique aujourd'hui. Julien, c'est parti? Allez, c'est parti. Tu as un petit onglet partagé en bas, Julien, et si tu cliques, tu vas partager l'écran. Ouais, magnifique. C'est bon, vous voyez bien? Ouais. Allez, on voit. Ouais, très bien. Bon, Hervé, vous connaissez du coup, c'est à Nice. Donc là, on va parler en fait d'une zone déjà pour parler un peu de Nice qui fonctionne très très bien. Manuel en a parlé aussi tout à l'heure et ce qu'on observe, c'est que toute la côte ne faiblit pas en termes de prix et de croissance de l'immobilier. Donc Nice est hyper attractif. On a beaucoup de projets, beaucoup d'équipes qui sont sur place. Et là, ce qu'on a été vous proposer aujourd'hui, donc ça va être un T3 à Nice qui a été refait à neuf et qui est spécialement dédié à de la location courte durée. Je vous montre juste la localisation, comme ça Hervé va peut-être situer. On est sur les hauteurs de Nice. Ouais, c'est des très bons quartiers. Voilà, on n'est pas loin de la promenade des Anglais non plus, que ce soit en transport ou en voiture ou en bus. Donc, on est sur un secteur très sympa pour la location courte durée. Je vous montre quelques photos aussi. On est sur un T3 qui est un peu dans un esprit Airbnb haut de gamme, Love Room, qui fonctionne très bien aujourd'hui sur la location et ça permet aussi de se démarquer par rapport à la concurrence en courte durée. Donc, un appartement entièrement refait, 2 belles chambres, une salle de bain, un jacuzzi, des matériaux assez haut de gamme. Et pour le coup, on va être sur 76 mètres carrés. Donc, on peut accueillir 6 voyageurs au total avec le salon qui va faire office de 3e chambre également. On a une place de stationnement. Il faut savoir que ce bien il est exploité en courte durée depuis février 2023 avec des revenus locatifs nets de frais de conciergerie situés entre 3 500 et 5 500 euros par mois. Donc ça, c'est variable selon la saisonnalité. C'est sûr que juillet, août, juin et septembre vont être les mois les plus prolifiques. Et du fait que ça soit déjà exploité en courte durée,
on n'a pas de démarche derrière à faire pour le nouveau propriétaire, parce qu'on est en plus sur une maison en monopropriété sans charge de copropriété. Donc, très libre à ce niveau-là, au niveau du Airbnb. Ok, donc si… Voilà, ouais, tu prends ça, faut aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Aller vite. Donc, fini globalement sur les chiffres et puis voilà, donc on est sur un budget de 458 000 € tout inclus, avec les frais de notaire, nos honoraires et le coût total du projet. Et on va être sur des loyers nets en fourchette haute à 4 500 € net par mois lissés sur l'année. Donc, un très beau rendement pour ce premier projet à exploiter en courte durée. Donc, juste pour bien confirmer, c'est des travaux que vous avez déjà fait en fait, c'est ça, hein? Les travaux ont déjà été faits. C'est un bien qui est refait à neuf. Aujourd'hui, on a pas mal de demandes, que ce soit sur des projets avec travaux, mais aussi du vendu loué ou de la courte durée. Donc, différents types de projets. Je vais vous remettre l'email de Julien dans le chat si vous voulez le contacter. On va lui laisser vos coordonnées si un bien vous intéresse pour en parler. Et ça peut être aussi une première entrée en matière, même pour discuter de vos projets. Parfait. Allez, Julien. On passe au deuxième. C'est parti. Allez. Donc là, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus patrimonial, comme l'expliquait aussi Manuel tout à l'heure. Donc, on est sur le marché parisien, qui reste justement dans ces moments-là un marché vraiment d'opportunités. Et aujourd'hui, on présente un projet qui est autour de 19 mètres carrés dans le 11e arrondissement. Donc, on est avenue de la République. Donc, quartier très central, très demandé par les jeunes actifs ou sur Paris. Dans tous les cas, ça se loue très, très facilement. Je vous montre quelques photos. Pas très loin des bureaux investissement locatif d'ailleurs. Vraiment juste à côté pour le coup. Nous, on n'est pas loin du tout. Donc là, les parties communes sont impeccables. C'est un immeuble bourgeois très bien entretenu. Je vous montre l'appartement. Donc, on est au 7e étage. Donc, l'ascenseur va jusqu'au 6e. Ensuite, on a un petit palier à monter pour rejoindre l'appartement. L'idée, c'est de tout refaire dedans et de le transformer en totalité pour la location. Et ça, c'est typiquement des surfaces qui sont hyper demandées à la location aujourd'hui. Je vais passer un peu vite pour vous montrer les détails financiers aussi. Et voilà, nous, nos bureaux sont là. Comment est là. Donc, on est vraiment juste à côté pour le coup. Je vous montre les détails financiers du projet. On est sur un prix d'acquisition qui est à 9 400 €. Donc, aujourd'hui, pour le secteur, pour nous, c'est une belle opportunité parce que sur ces petites surfaces parisiennes qui sont très demandées, on regardait il y a un an, même pas 9-12 mois, on pouvait être sur du 10 500, 11 000 à l'acquisition, même avec autant de travaux. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a des super opportunités sur des marchés comme Paris, avec une marge de négociation qui peut être un peu plus poussée. Donc là, on parle bien d'un appartement qui sera rénové et meublé. Donc, il y a le budget meuble. Et meublé. Voilà. Il faudrait montrer des photos, hein, vous pourrez en trouver sur notre site, mais nos architectes font des petits bijoux, pas nous. Et donc là, voilà, on arrive sur des logements entièrement rénovés de ce type-là. Où vous pouvez échanger avec l'architecte sur les couleurs que vous souhaitez, l'univers décoratif et l'équipement que vous souhaitez, bien évidemment. Vous avez la main pour en parler avec l'architecte lors de la phase travaux. Ok, merci Julien pour ce bien dans le 11e. Dans le 11e, moi, c'est mon arrondissement de cœur. J'y ai vécu, j'y ai investi, on a nos bureaux. C'est pas un hasard. Le 11e, c'est un arrondissement qui s'est énormément développé. Et c'est un des arrondissements les plus dynamiques. Alors, ce n'est pas le 6e arrondissement hyper chic à 20 000 € le mètre, mais c'est un arrondissement qui attire beaucoup les jeunes actifs. Ça a été un marché de report du Marais. Par exemple, pendant très longtemps, le Marais était un arrondissement où tout le monde voulait vivre. C'est encore le cas. Mais les prix ont tellement monté que la communauté gay, qui va gentrifier et tirer à la hausse les prix immobiliers, en général, là où ils s'installent, se décale du Marais aujourd'hui au 11e. Et on voit que dans le 11e, on a tous les jeunes actifs et étudiants qui ont des sous, parce que ça coûte quand même. Et on a la communauté gay qui commence à s'y installer. Donc c'est un marché très, très intéressant pour nous. Exactement. Je vous montre le dernier appartement, donc il y a un bien off-market aussi qu'on a rentré hier avec nos équipes. Donc là, on est sur le secteur de Toulon, ville qui cartonne en ce moment. On fait beaucoup de projets là-bas. Encore une fois, c'est dans le sud de la France, mais ça reste justement des marchés hyper attractifs comme le sont Marseille aujourd'hui, comme le sont Nice. Toulon, vraiment, toute cette zone fonctionne très bien. Sur ce projet, on va être sur de la location courte durée aussi, parce que l'emplacement s'y prête très, très bien, ainsi que l'appartement. Je vous montre un peu en détail les photos. On est hyper centre de Toulon, sur un immeuble qui est très sympa. Il y a eu une belle rénovation de fait par le propriétaire. Donc là, il va y avoir très peu de travail de la part de nos architectes. Pour le coup, on peut aussi vendre l'appartement avec les meubles et on va être destiné à la courte durée uniquement.
On va quand même refaire de la déco, Julien, parce que moi, je trouve pas ça hyper bazar. Un petit peu, on pourrait, mais sinon, ça peut être en l'état euh, exploité de cette manière. Je vous montre. Juste un point sur Toulon. Toulon, c'est la ville qui a le plus, vous pourrez le vérifier sur Meilleur Agent, qui a la plus haute, la plus forte hausse du prix de l'immobilier, plus 8,9% sur un an. Là, maintenant, plus 9% sur un an. Donc, en pleine crise immobilière, en fait, la ville, elle est en pleine rénovation, en pleine ébullition, et elle profite à plein. Donc, c'est vraiment une ville d'avenir. Pour nous, la hausse, c'est pas fini du tout. Exactement. Et nous, on le voit bien aussi sur les projets qu'on peut faire avec nos clients. Toulon a vraiment le vent en poupe en ce moment. Et il reste encore beaucoup de choses à faire. Sur le prix d'acquisition, on va être autour de 119 000 euros en prix négocié. On a budgétisé aussi, parce que ça, c'est important pour nos équipes quand on va faire des visites, 18 000 euros de travaux de rénovation, ce qui correspond à la quote-part du futur acquéreur sur le ravalement qui a été voté et qui sera fait plus tard pour l'immeuble. Donc ça, on l'intègre aussi, comme ça, vous avez une rentabilité vraiment précise sur le projet. Et en termes de le revenu locatif, on va être entre 975 et 1400 euros à la marge en revenu locatif net, courte durée, lissé sur l'année. Donc, il faut savoir qu'on exploite, enfin, on a des clients qui exploitent des biens en courte durée à Toulon. Ça se passe très bien, il y a une forte demande et on peut, on sait faire. Donc, les estimations sont précises. Ok, merci Julien. Donc on vous a fait une petite sélection de 3 biens. Encore une fois, si ça vous intéresse, si un bien vous intéresse ou si vous souhaitez même parler plus en détail du projet, je vous ai mis le lien, l'email de Julien, gilles@investissement-locatif.com. Vous pouvez aussi nous appeler, je vais vous mettre le numéro du standard si c'est plus facile pour vous. Je vais vous le mettre tout de suite. 84 17 67 60. Voilà, donc ne pas hésiter à nous appeler, les opportunités partent vite, même si on est sur un marché attentiste, quand on est sur des biens décotés, et nous c'est notre métier, les biens décotés partent rapidement, donc il faut se positionner assez rapidement, en tout cas étudier le dossier rapidement si, encore une fois, une offre vous intéresse. Manuel, merci Julien. J'aimerais, Manuel, que tu me dises un peu aussi pourquoi c'est vraiment important de se faire accompagner quand on est expatrié. Alors, d'ailleurs, même si on n'est pas expatrié, mais je pense à nos Français là, qui nous lisent depuis l'étranger. Pourquoi tu recommandes, et puis quel service vous apportez, mais je dirais finalement on est loin, on n'a pas une forte connaissance du marché, on ne peut pas forcément visiter, ou alors ça va engager des frais. Vas-y. Alors moi, mon point, c'est déjà, depuis le début, on avait créé une grosse chaîne YouTube, on a donné beaucoup de conseils, et j'ai jamais dit aux gens, passez par nos services. J'ai dit aux gens, si vous souhaitez le faire tout seul, aux investisseurs, je serais très content de vous apporter de la valeur avec le livre pour 5 euros. Vous allez pouvoir apprendre des choses, faire des choses tout seul. Et même si vous investissez avec nous, c'est intéressant pour nous que vous compreniez le process d'investissement. Si ça vous intéresse, je ne vous force pas. Mon point est que si vous êtes à l'étranger ou si vous avez peu de temps, ou si vous ne voulez pas vous embêter avec un suivi de travaux, à vous embêter à démarcher toutes les agences, etc., oui, c'est bien de se faire accompagner parce qu'on va créer de la valeur à toutes les étapes. On va avoir des chasseurs qui, toute la journée, nos chasseurs immobiliers, cherchent pour vous dans leur réseau, par les notaires, les successions, le off-market, donc tous les réseaux possibles et aussi les annonces de partout. Ils vont chercher pour vous les meilleures affaires. Et ensuite, on va avoir les architectes qui vont suivre pour vous tous les travaux, faire le cahier des charges, sélectionner, vérifier que les artisans ne sont pas des escrocs qui ne vont pas disparaître, suivre les travaux pendant le chantier, vous faire des rapports de chantier. Voilà, on a également un vrai savoir-faire, parce que ça fait 11 ans qu'on fait ça, sur les matériaux qu'on va sélectionner, employer, sur les meubles qui sont solides et qui sont jolis. Voilà, donc tout ça, ça va vous apporter beaucoup de valeur à chaque étape du projet et vous vous retrouvez finalement à avoir les bons côtés de l'immobilier, une opération que vous avez achetée au meilleur prix et qui est entièrement rénovée, bijou par un architecte, livré sur un plateau, sans avoir le temps passé sur la recherche, sur la négociation, sur le suivi de travaux, les engueulades avec les artisans, l'artisan qui va vous abandonner, vous perdez 20 000 euros parce qu'il vous a arnaqué. Ça, on le sait, des clients viennent nous voir et nous disent « ça m'est arrivé ». Donc voilà, nous, c'est tout ça qu'on va vous apporter. Après, vous pouvez tout à fait aussi faire des choses tout seul. Moi, ce qui compte, c'est que vous passiez à l'action dans l'immobilier parce que moi, j'y crois. Je continue d'investir. J'ai fait investir mes sœurs, mes cousines, toute ma famille parce que je crois qu'il faut avoir de l'immobilier. C'est un très bon placement. Ce n'est pas le seul. Vous pouvez aussi faire de la bourse, investir dans l'or, j'en sais rien. Mais l'immobilier, ça reste un placement où il y a un besoin de logement. Ça, c'est un fait. Vous remboursez le crédit en tout ou partie par un loyer et vous vous enrichissez à arriver au bout. Donc, ça fait la différence sur une longue durée. Au bout de 10 ans, 20 ans, vous avez un patrimoine, quoi. Donc, ça fait une énorme différence à arriver au bout. Souvent, on minore ça. Parce qu'au tout début, moi, j'ai même des clients qui me disent « Manuel, je ne comprends pas, je ne gagne pas d'argent. » Je dis « Mais comment ça, tu ne gagnes pas d'argent ?» Oui, j'ai 1 000 euros de crédit, 1 000 euros de loyer, je ne gagne pas d'argent.
J'ai 0 de plus chaque mois. Je dis, mais attends, ton patrimoine, il a augmenté de combien chaque mois et donc à la fin de l'année? Et dans 10 ans, tu as quoi? Et si tu revends dans 5 ans, tu as combien sur le compte? Voilà, donc le sujet, il est là. L'immobilier va travailler en silence pour vous. Et je peux vous dire que moi, quand je réévalue mes crédits chaque fin d'année pour mes déclarations, je me rends compte que mon patrimoine a travaillé pour moi, l'immobilier a travaillé pour moi et que mon patrimoine augmente comme ça. Et c'est le cas de nos clients. Donc voilà, donc moi, je vous incite à passer à l'action, soit en vous formant en le faisant tout seul, si vous avez du temps et que c'est votre passion, aucun problème, ce sera génial, et soit en passant bien sûr par nos services. Et là, on le fera avec toute la passion qu'on a pour l'immobilier, et puis on le fera de la meilleure manière possible. Voilà. Peut-être juste, tu peux nous préciser un petit peu comment ça se passe. Donc, les gens vous contactent, vous étudiez le dossier, donc un peu le profil, j'imagine, de l'investisseur. Et puis après, il y a vraiment, on suit vraiment toutes les étapes à travers la plateforme, c'est ça, Emmanuel? Exactement. Alors, en fait, nous, comment ça se passe? Vous allez prendre un rendez-vous gratuit, je vous ai mis le lien tout à l'heure, vous allez parler avec un membre de l'équipe, il va faire le point sur votre projet, vous répondre à vos questions, vous conseiller. Si ça peut matcher, si c'est un projet aussi réaliste, qu'on peut réaliser dans la zone, etc., on va signer un contrat qui ne vous engage à rien, qui est un mandat de recherche sans exclusivité, sans frais. À partir de ce contrat, on va lancer les recherches et vous proposer des opérations. Quand on vous propose l'opération, ça sera dans votre espace investisseur. Donc, soit sur l'application mobile qu'on a développée pour vous, soit sur ordinateur, tout simplement en vous connectant sur ordinateur à votre espace. Le chasseur vous appelle, vous dit, bah voilà, monsieur Hérault, j'ai pour vous une opération qui correspond à vos critères, je pense, très intéressante, X, Y, Z, voici tous les chiffres, voici les photos avant, voici ce qu'on va faire, etc. Si ça vous va, vous passez à l'achat. Là, on vous accompagne sur l'étape compromis, financement, acte authentique. Un petit peu avant l'acte authentique, vous êtes contacté par l'architecte qui va suivre votre projet et qui va vous dire, bah voilà, monsieur Hérault, je suis très contente, vous allez devenir propriétaire, on va travailler sur la rénovation du bien, vous allez choisir l'univers décoratif pour qu'on puisse faire de cette étape quelque chose d'agréable. Vous allez recevoir vos rapports de chantier tous les 10 jours dans votre app ou dans votre espace client. Et vous n'aurez qu'à dire à l'architecte, bah voilà, moi ce que je veux, c'est plutôt cet univers-là, plutôt du scandinave ou plutôt du pop. On a plusieurs univers. Et à partir de ce moment-là, vous voyez le chantier avancer jusqu'à la livraison. À la livraison, l'équipe location prend le relais pour louer, mettre en location et gérer le bien, tout simplement. Et là, vous commencez à encaisser les loyers sur votre compte. C'est aussi simple que ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut faire 100% à distance sans jamais avoir vu le bien, par exemple. Oui, bien sûr. On a même des clients en Nouvelle-Zélande avec des décalages horaires très, très importants, Australie, Nouvelle-Zélande, et qui ont fait plusieurs opérations avec nous et qui arrivent à tout faire à distance sans jamais se déplacer. C'est un peu la magie du produit. Et aussi, je ne l'ai pas dit, nos honoraires vont venir en déduction des revenus locatifs imposables. Donc, quand on vous charge 10 000 €, ça ne vous coûte pas 10 000 par rapport à si vous aviez fait le projet tout seul. Ça vous coûte 10 000 moins l'impôt que vous auriez payé. Donc, ça vous coûte environ 10 000 moins 40%. Parce que on n'a pas parlé de fiscalité dans le Webi, vous n'allez pas payer d'impôts pendant de très nombreuses années en France, mais quand vous allez en payer, vous allez être fiscalisé sur le bénéfice restant à hauteur de 37% en tant qu'expatrié. Et donc là, vous allez économiser 37% de nos honoraires, puisque ça va venir impacter le déficit. Donc quand on facture 10 000, ça vous coûte réellement que 6 000 € environ. Voilà. Un point sur le sujet, tout à l'heure tu as parlé, on a vu des exemples de location meublée, c'est plutôt ce que tu privilégies pour nos expatriés? Pour des raisons de fiscalité, la location meublée est beaucoup plus intéressante. Si vous investissez à travers des SCI LIS, comme tout à l'heure ça a été évoqué, là on peut faire de la location nue selon les zones. Mais en règle générale, le meublé est plus intéressant parce qu'on va pouvoir louer plus cher en créant un coup de cœur, en apportant plus de valeur aux locataires. Et on va pouvoir aussi avoir une fiscalité beaucoup plus favorable. Donc, on privilégie globalement le meublé. Très bien. Doris demande si tu fais des opérations aux Antilles. Alors, je crois que tu aimes bien les Caraïbes, mais je ne sais pas si vous êtes présent là-bas. On fait des opérations en Martinique, sur du saisonnier. Donc, Doris, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous voulez lancer un projet en Martinique. Ok, très bien. On arrive au terme de ce webinaire. Merci les internautes pour vos questions, votre écoute. C'était vraiment, vraiment passionnant. Merci évidemment Manuel. Je vais te laisser le mot de la fin, Manuel, un mot de conclusion. Et je sais, tu es passionné pour inciter les personnes à investir dans l'immobilier. Peut-être nous redire que malgré les tensions sur le marché aujourd'hui, c'est le bon moment. Après, il faut que vous en soyez vous convaincus. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut accrocher des grosses négociations qu'on n'avait pas avant et qu'on va renégocier son crédit à la baisse dès que les taux baissent. Donc, pour moi, c'est un excellent moment. C'est un meilleur moment même que quand on était au plus haut et qu'il n'y avait pas de négo possible. Après, des gens veulent toujours, certaines personnes achètent toujours au plus haut. Je vous invite à ne pas acheter au plus haut, mais à profiter des crises. Les crises sont source d'opportunités pour les gens qui savent, bien évidemment, les maîtriser et pas faire n'importe quoi. Je vous ai remis mon mail, mr@investissementlocatif.com.
le livre, si vous souhaitez aller plus loin. Encore une fois, ce n'est pas ça qui m'enrichit. Et je vais vous remettre la prise de rendez-vous. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, je vous invite à passer à l'action, puisque, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'immobilier, au bout de plusieurs années, on se rend compte que ça fait une énorme différence. Et je vous invite à être dans l'équipe de ceux qui, dans 15 ans, 10 ans, 20 ans, ont du patrimoine, et pas de ceux qui disent « Mais pourquoi je n'ai pas acheté quand Manuel a fait ce webinaire avec Hervé il y a 10-15 ans? Si je l'avais fait, maintenant les prix ont encore monté. Voilà, je serais à la tête d'un patrimoine immobilier. Là, je ne l'ai pas fait. » Voilà. Donc, ne repoussez pas la décision. Investissez et attendez plutôt que d'attendre et investir ensuite. Voilà mon mot de la fin, Hervé. Eh ben, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Manuel Ravier, cofondateur, président d'investissementlocatif.com. Merci à tous les internautes. Je vous rappelle que vous allez recevoir le lien du replay dans quelques instants. N'hésitez pas à le revoir et le partager, bien entendu. Il y aura un article dans le petitjournal.com dans les prochains jours également. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée selon où vous êtes. Je vous dis à très bientôt sur le petitjournal.com et puis pour d'autres webinaires. Encore un grand merci, Manuel. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.